Bonjour à tous, bienvenue ce soir dans ce live un petit peu particulier puisqu'il est consacré aux saisons et à l'équinoxe d'automne. En avançant progressivement sur la roue des saisons et la roue de la vie, nous entrons progressivement dans la saison automnale qui va s'appeler Mabon. Et c'est une saison particulière puisque c'est une articulation entre les ténèbres et la lumière, une articulation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, une articulation entre le Soleil et la Lune, et donc une articulation énergétique extrêmement fondamentale et importante. Les druides et les chamans l'utilisent beaucoup pour travailler sur des énergies un petit peu particulières, et ce que nous allons découvrir ensemble, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, je dirais, et voir comment Mabon va, avec quelques rituels et quelques techniques, vous permettre d'optimiser et d'épanouir votre vie dans ce moment très particulier qui est entre l'introspectif et l'extrospectif. Et ça, c'est dans quelques minutes, pour ne pas dire tout de suite, juste après le beau générique que vous aurez au montage. Voilà. Donc, je reviens à ma roue de la vie, ma roue de... Voilà, on voit encore ma tête. Mabon est ici, vous le voyez. Mabon va se situer entre Lunazad et Samhain. Samhain étant la période d'Halloween pour ceux qui suivent à 100%. Et Samhain précédant Yule qui est décembre. Alors pour rappel, Mabon, donc l'équinoxe d'automne, va être le dernier sabbat mineur de l'année, puisqu'effectivement, contrairement à l'année du calendrier gréco-romain, les années traditionnelles en termes énergétiques, en termes magiques avec un grand M et en termes païens, Wicca, enfin quelles que soient les traditions que l'on prenne, l'année commence à Yule. Donc le premier sabbat est Yule, décembre, donc le solstice d'hiver, et le dernier sabbat mineur est celui que nous allons fêter dans quelques jours, le 22 septembre, qui sera le sabbat de l'équinoxe d'automne. Entre-temps, on aura Samhain avec ses initiations, avec ses invocations aux esprits défunts, qui est plus connu par le grand public sous le nom d'Halloween, qui est justement la saison en clôture de Samhain. Mais on a déjà fait un live sur Samhain l'année dernière, vous pourrez vous y reporter, même si cette année je ferai un petit quelque chose, mais je ne parlerai probablement pas de rituel, puisqu'on a vu ça l'année dernière. Avant de commencer là-dessus, je vous rappelle quand même quelques petites choses. Comme d'hab, je ne vois toujours pas vos commentaires en temps réel. Donc s'il y a des questions à me poser, ben, vous les écrivez, j'y répondrai après. Comme d'hab, je vous rappelle qu'il y a le groupe qui est celui sur la page Facebook Formation Pascal de Clermont, groupe auquel vous pouvez adhérer pour avoir des informations, des exercices en direct. Et il y a bien évidemment le nouveau groupe Reliance qui est lui sur la page de Pascal de Clermont. Pardon, le groupe précédent, celui ouvert à tout le monde, est sur sur la page des formations, la page Facebook des formations. Donc pour l'instant, vous avez deux groupes. Celui qui accueille à peu près tout le monde, qui est, en fait tous ceux qui désirent, qui est sur la page des formations, la page Facebook, et celui qui est beaucoup plus privé, qui est le groupe Reliance, qui va relier des gens qui vont faire une méditation extrêmement particulière que l'on fait tous les 15 jours ensemble. Alors, ce groupe de méditation particulière Reliance qui se trouve sur la page Facebook Pascal de Clermont officiel est un groupe d'accès privé. J'y accueille pour l'instant les gens que je connais parce qu'on a parlé ensemble, on a chatté, les élèves ou tous ceux qui sont un peu familiers avec mes écrits et familiers avec mon travail. Tout ça pour aller plus vite parce que c'est un moment pilote où on va mettre en place cette méditation particulière. En revanche, vous pouvez dès à présent demander à y rentrer. Ça sera peut-être pas avant une semaine ou 2 ou 3 semaines que je vous validerai, le temps qu'on mette en place les protocoles. La reliance étant une manière de travailler sur une canalisation énergétique, du channeling énergétique et non pas du channeling médiumnique. Bon, j'en parlerai un petit peu plus dimanche, parce que la prochaine reliance aura lieu dimanche qui arrive. Hein. Du coup, et ce sera dimanche 20 septembre. Et du coup, je donnerai une explication publique dans un premier temps. Alors, comment ça va se passer? 20h30, je pense, dimanche, il y aura une première partie de live public
qui va expliquer un petit peu ce qu'est la reliance. Et dans un deuxième temps, on prendra uniquement les gens du groupe privé pour faire cette reliance, comme on a fait il y a 2 semaines, avec des résultats assez étonnants. Donc on va ouvrir un petit peu plus de gens dès ce dimanche-là. Voilà, je crois vous avoir parlé de tout ce qu'il y avait à dire en termes d'intendance. Comme d'hab, vous le savez, si vous aimez la formation, si vous aimez ces lives, si vous voulez nous encourager à continuer à vous apporter des informations ou nous donner des suggestions, vous mettez des commentaires, vous mettez un pouce, vous marquez j'aime, j'adore, je vénère, je suis ravi, vous envoyez des fleurs, de la nourriture, des sacs de riz, des donations, des sous, ce que vous voulez, hein, tant que ça fait plaisir. Mais surtout, vous manifestez vos sujets de prédilection, vous dites ce que vous aimez, ce que vous aimeriez qu'on traite, et vous, vous mettez des pouces, des avis et des commentaires, voilà, parce que ça nous aide beaucoup à orienter la suite de ce que l'on fait pour vous, parce que finalement, c'est pour vous qui regardez que ces lives sont faits. Et merci à tous les fidèles et toutes les fidèles qui sont là à soutenir. Merci, bravo, et puis on continue. Voilà. Donc, revenons à Mabon. Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. Voilà, vous l'avez vu sur la roue de l'année que je vous ai montré il y a quelques minutes. Mabon, où est-ce que ça se trouve ça voilà, Mabon se trouve ici. L'hiver sera là. Lunazade de l'été est là et le printemps est en bas. Voilà. Donc on est vraiment dans une articulation. Alors c'est une fête qui était très 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 souhaitée. Pardon, c'était une fête qui était très fêtée. Voilà, on pourrait dire très fêtée par les druides, très fêtée par les chamans, mais en privé. Alors ça c'est intéressant parce que c'était pas une fête où ils mobilisaient la population. C'était des fêtes qu'ils faisaient plutôt entre eux, donc ils nous en parlaient pas trop, pas beaucoup. Pourtant, c'est une fête avec une articulation extrêmement importante puisque c'est la fête de la lumière de l'eau. Voilà, c'est la fête de la lumière de l'eau. La fête de l'été s'appelle la lumière des rivages et la fête de Mabon sera la lumière d'Arthur. Donc, la lumière de l'eau, c'est pour ça que beaucoup de rituels faits à cette période-là sont tournés vers l'ouest, qui est l'esprit de l'eau, et les élémentaux de l'eau sont tournés vers l'ouest. Voilà, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est un petit point technique. Donc, bon, mais contrairement à ce qu'on peut croire, si la fête est extrêmement, extrêmement, extrêmement ancienne, puisque globalement, qu'est-ce que Mabon? Mabon, c'est la fête des récoltes, quand on y pense. C'est la fin des récoltes. Voilà, les récoltes ont commencé à Lunazad. Hein, ça a commencé dans cette période-là qu'on a fêté au 1er août et pour laquelle il y a un live qui a été fait avec des rituels. Et les récoltes ont perduré sur la deuxième et troisième cycle de récolte et on arrive à la fin des récoltes. C'est donc un petit peu d'époque et à l'époque c'était vraiment le moment de fêter les récoltes parce que on savait qu'il n'y allait plus y avoir grand-chose qui allait être récolté. Donc, symboliquement et psychologiquement, on voit que c'est quand même un moment où on récolte ce qui a été semé. Ce n'est plus le moment de semer, c'est le moment de récolter. Et contrairement à ce qu'on peut croire, si la fête est très 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 ancienne, et on l'appelait fête de la lumière de l'eau, justement en termes hydriques, ce qui avait une traduction que je vous donnerai tout à l'heure quand je retrouverai dans mes notes, c'était Alban Elvez, un nom, Elvez, un nom à peu près comme ça. Hein, on va le retrouver là tout de suite, je regarderai dans mes notes. Euh, eh bien, le nom Mabon, lui, il date de 1970. Ah ouais, c'est assez étonnant. Autant le Lunazad, Yule, Ostara, qui sont les noms traditionnels de différents cycles d'équinoxes, de solstice et de Mabon et de mince, et de, je vais y arriver aujourd'hui, et de sabbat majeur, donc entre les équinoxes et les solstices, avait un nom ancestral. Mabon était le seul qui n'avait pas de nom. Et Mabon, c'est un personnage des légendes celtiques. Donc on a repris son nom, mais c'est pour ça qu'il est si peu utilisé. Et peut-être que le fait que les druides et les chamans fêtaient cette fête, mais avec un nom qui restait un nom un petit peu confidentiel, montre qu'ils ne voulaient pas montrer leur travail à ce moment-là et qu'ils faisaient moins de festivités que pour le printemps, que pour l'été ou que pour Yule. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je vous rappelle que cet équinoxe-là est le dernier des sabbats mineurs de l'année. Parce que rappelez-vous que l'année commence
aux alentours du 20-21 décembre, officiellement dans tout ce qui est druidique, chamanique, wicca, païen et traditionnel, avant le calendrier gréco-romain qui a commencé l'année le 1er janvier. Donc c'est cette articulation du solstice d'hiver extrêmement importante, donc ce fameux Yule, va commencer l'année. Mais on reviendra dessus au moment où ça sera Yule. C'est pas la peine de parler de Yule, puisqu'aujourd'hui on parle de Mabon. Donc, une fête extrêmement importante parce que c'est une véritable articulation. Une articulation entre d'abord la lumière et les ténèbres. On considère Mabon comme une période énergétique d'équilibre. C'est-à-dire que les jours ont la même durée que les nuits. Et donc on dira qu'il y a équilibre et harmonie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Là, ça parlera beaucoup à ceux qui font du chamanisme. Ça parlera aussi à ceux qui s'intéressent à la table d'émeraude, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est le moment où la lumière et les ténèbres sont à égalité. C'est le moment où, je dirais, l'action et la préparation sont aussi à égalité. L'introspection et l'extrospection sont à égalité. Et c'est un cheminement progressif vers plus de ténèbres, plus de nuit, mais plus de subtil. On dira que l'homme divin, à ce moment-là, l'homme dans sa divinité, va se dépouiller progressivement de la matière pour aller de la porte des hommes, donc de la porte de la matière qu'il a franchie en été, à la Saint-Jean d'été, à la Saint-Jean-Baptiste, pour aller progressivement vers la porte des dieux, qui est la porte de l'imatière et du subtil, la porte des énergies subtiles, la porte des contacts spirites, la porte des contacts avec les élémentaux, qui, elle, est à Yule. Voilà, porte des hommes à la Saint-Jean d'été, la Saint-Jean-Baptiste, porte des dieux à la Saint-Jean évangéliste, le solstice d'hiver. Je vous rappelle, hein, on l'a déjà vu qu'il y a 2 Saint-Jean. Donc cette articulation entre midi et minuit, quelque part, c'est là vers où on va. On est au milieu, on est à 6 heures. Midi serait l'été et minuit, le moment du repos des ouvriers. Hein, minuit, l'heure où on arrête le travail initiatique pour aller dans l'introspectif et vivre un autre type de vie. On ne travaille plus sur soi, on travaille dans l'introspectif à partir de minuit, l'heure où les ouvriers rentrent officiellement, ceux-ci travaillant de midi à minuit, tout le monde le sait bien. À partir de là, cette période qui est une préparation aux ténèbres est une préparation non pas aux ténèbres que l'on va vivre, mais aussi à nos propres ténèbres. Et c'est pour ça que cette fête est, je dirais, psychologiquement et énergétiquement la plus psychothérapeutique. C'est vraiment le moment où on se prépare à l'introspection. C'est le moment où on va préparer ces soirées d'hiver. C'est le moment où on va rentrer non plus dans l'opératif, mais dans le spéculatif progressivement. Mais on est encore dans l'équilibre. Un équilibre qui fait que l'on sait que le soleil est toujours là, mais qu'on accepte l'arrivée des ténèbres, qu'on accepte l'arrivée des nuages, qu'on accepte l'arrivée des éclairs, qu'on accepte l'arrivée de la nuit. Et là aussi, psychologiquement, ça va être une phase extrêmement importante. Vous voyez, cette phase articulatoire qui était maintenue, je dirais, initiatiquement secrète, cette position entre les deux, où on est à la fois les deux, et donc la résolution de la dualité, quelque part, la résolution du blanc et du noir, le blanc étant la lumière de Lunazade et donc de la Saint-Jean d'été, le noir étant les ténèbres de Yule, mais on commence cette année dans les ténèbres pour aller progressivement vers la lumière, qui arrivera à son apogée et à son zénith en été, à la Saint-Jean d'été, Saint-Jean-Baptiste. Voilà. C'est pour ça que le rituel qu'on va voir, qui est pas proprement parlé un rituel ésotérique, ce serait plutôt un rituel divinatoire. Parce qu'il y a beaucoup de divination à Mabon, pas autant qu'à Samhain, mais il y en a pas mal. Et rappelez-vous que Samhain, ce qui va précéder Halloween, et Yule sont des périodes de
très fort contact avec différentes formes de flux, différentes formes de médiumnie. Certains parleront d'esprit défunt, mais ça va bien au-delà. Esprit défunt particulièrement à Samhain. N'oublions pas que Samhain va aller jusqu'au 30 octobre, pour le 31 étant la fête des morts. Voilà, c'est pas pour rien, symboliquement. Donc on commence à monter vers une période où tout ce qui est flux, tout ce qui est énergie rémanente, énergie d'imatière, hein, ce qui n'a plus sa matière sur notre planète, ce qui n'appartient plus à nos 3D plus T, hein, 3D plus le temps, va commencer à se manifester de plus en plus. La frontière entre le monde de l'immatière matérialisée, entre guillemets, par des flux, je dirais certains parlent de défunts, mais ça va beaucoup plus loin, et notre propre matérialité, commence à s'amenuiser, un petit peu comme cycliquement deux roues qui tournerait, je vois que je suis bien dans le plan de la caméra, qui tournerait comme ça, un moment qui se rapproche, puis qui se rééloigne. Et on sait par exemple que dans la période printanière, les contacts se feront beaucoup plus avec les élémentaux, esprits de nature, élémentaux, air, terre, feu, eau. Hein. Alors qu'avant, jusqu'à Yule, on s'approche plus des contacts avec les flux. Je vous dis, faites des morts, et vous verrez qu'à Samhain, quand vous reverrez le live de l'année dernière, eh ben, on a plusieurs rituels pour rentrer en contact justement avec ça. Et ça étant pas péjoratif, avec tout ça, tous j'aime pas le terme entité, tous ces flux, voilà, qu'ils soient stratégiques, non stratégiques, qu'ils soient animés ou inanimés. Mais on n'en est pas encore là. Par contre, ça commence à frémir, ça commence à se préciser. Ils arrivent. La frontière entre ces deux mondes diminue. Les gens qui sont channel ou qui font de la vraie médiumnie sont de plus en plus souvent à cette période sollicités par ces esprits, ces formes, ces énergies rémanentes, donc ces énergies qui sont pas dans la matière mais dans l'immatière, parce qu'ils n'ont plus de corps, mais il reste une essence qui est décorporée, commencent à demander de la communication, vouloir se manifester, parce qu'ils savent que quelque part, la frontière entre ces deux plans, ces deux ensembles de plans diminue, et que la communication devient de plus en plus facile. Et ça sera, je vous dis, à son apogée. On commence à l'apogée de ça vers Samhain et ça dure donc vers Halloween et ça dure jusqu'au solstice d'hiver, Yule. Et après, ça commence à décroître au profit d'élémentaux. Alors que à partir du moment où on est sur la Saint-Jean d'été, donc la Saint-Jean-Baptiste, eh ben on se retrouve vers moins de communication parce que l'individu est plus orienté sur l'action, la récolte, oui, l'action, la récolte, quelque part. Et il est plus jouissif par rapport au soleil et moins introspectif s'il est moins à l'écoute de lui-même, il est moins à l'écoute du subtil. Mais l'été n'est pas la période n'est pas la période pour être à l'écoute de ses voix intérieures. C'est la période de l'action, la période où on récolte et on engrange. Et ça, jusqu'à l'arrivée de l'automne, donc jusqu'à l'arrivée de Mabon. Et si on prend ces cycles agraires, qui ont quand même rythmé la vie à partir du néolithique, c'est pour ça qu'on revient sur ces cycles agraires et agricoles, mais on dirait plutôt agraires dans ce cas-là, c'est parce que ça rythmait la vie des villages, ça rythmait tout finalement. Parce que de leur récolte et de leur semaille et de leur préparation et de leur stockage dépendait la survie du village à l'époque. Ils n'avaient pas de grande surface pour aller acheter des trucs. Non, il fallait qu'ils aient semé en temps voulu, récolté en temps voulu, stocké et préparé en temps voulu et que la transition soit suffisamment soft pour pouvoir avoir de quoi manger jusqu'au nouveau jour de récolte. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'on ne mange pas la semaille. Si on mange les graines qu'on voulait semer parce qu'on n'en a pas assez mis de côté, bon, on n'a plus rien à semer à ce moment-là. Après, lorsque vient le moment de préparer l'année suivante. Eh bien, psychologiquement, cette articulation-là, c'est la même. C'est un moment qui va être une période où on commencera à être moins dans l'action, mais dans la réflexion. Les jours commencent à s'allonger, donc les ténèbres commencent à s'allonger, et ça va être le moment où l'homme, qui n'aurait pas dû perdre sa divinité quelque part, comme je dis,
va rentrer à nouveau dans le cycle introspectif où quelque part il plonge à l'intérieur de lui-même, il visite l'intérieur de sa propre terre pour aller y trouver, si on va écouter la parole des alchimistes, la pierre cachée. Hein, visite l'intérieur de la terre, tu trouveras la pierre cachée. Et il va aussi y trouver ses démons, ses peurs, ses croyances, ses addictions. Addiction, peur, croyance, qui sont ses propres démons, auxquels il va devoir faire face et non pas détruire, mais plutôt domestiquer pour voir qu'est-ce qu'il fait de ces démons qui peuvent devenir des forces s'il les maîtrise, s'il les terrasse, tel Saint Michel commençant à terrasser le dragon, sachant qu'on fêtera les Michel dans quelques jours, juste un petit peu après, normalement, je dirais traditionnellement, on fête ça un peu après l'équinoxe d'automne. Il commence à terrasser ses propres dragons, mais il ne les tue pas, il les maîtrise. Ses addictions, ses croyances, ses peurs, et il va en faire des forces pour remonter plus tard, après sa période d'introspection, à partir du printemps, à partir d'Ostara, il va remonter en ayant maîtrisé tout ça, fort de nouvelles énergies, fort de nouvelles maîtrises, qu'il va pouvoir partager, parce que le but est d'aller à l'intérieur de soi, et quand on remonte, dans cette deuxième phase du cycle, ce n'est pas de tout garder égoïstement, mais de partager son savoir, de partager son expérience pour recevoir des autres. Et c'est la phase, je dirais, en pleine lumière extrospective. Et ça correspond totalement à ce cycle automne, hiver, printemps, été, où on va profiter à partir de l'hiver. Au moment du solstice d'hiver, on doit déjà être au fond de l'intérieur de soi-même, quelque part, face à ses propres dragons. Et notre vie entière va être constituée de cycles de la vie, de la roue de la vie, de la roue des saisons. Et année après année, on va avoir nos périodes d'introspection, d'extrospection et de partage et d'écoute des autres pour que l'expérience soit démultipliée, puis retourner riche de ces nouvelles connaissances et de ces nouvelles capacités, remaîtriser à l'intérieur de soi-même de nouveaux dragons que l'on n'avait pas maîtrisé la fois précédente parce qu'on n'avait pas pu aller assez bas. Et on va passer notre temps à monter et à descendre, faire cette descente et cette ascension. C'est le cycle de la vie, c'est le temps cyclique qui s'oppose chez les Grecs au temps de l'instant présent, parce que si on voulait revenir à la notion de temps, le temps se divise en trois types de temps, et c'est intéressant d'y penser, parce que lorsqu'on arrive dans cet équilibre entre la lumière et les ténèbres, entre l'été et l'hiver, on va penser au temps qui passe, et on va revenir à ces trois sortes de temps, qui sont le temps de l'instant, ici, maintenant, présent, le Chikinadamisu Daikomyo, le présent ici et maintenant, dans l'ordre des choses, le temps où le futur qui n'existe pas encore ne vient pas polluer notre état mental, ou le passé qui n'est plus, eh bien, ne vient plus non plus polluer. C'est un petit peu l'acte méditatif où on est l'instant présent, où on est l'instant. Ça, c'est un type de temps. Vous avez aussi en deuxième type de temps la manière dont on sent le temps, le fameux chronos. Ce temps qui est notre manière de percevoir notre vie, de notre naissance jusqu'au soubresaut, juste avant le changement d'adresse cosmique que l'on appelle vulgairement la mort. Voilà. Et ça, c'est le deuxième type de temps. Et donc le troisième, le temps des cycles, où tout n'est que cycle de vie. Si on prend les 9 années numérologiques, si on prend les 22 anneaux, des 22 années des arcanes des tarots, si on prend le cycle annuel, où justement on va passer notre vie à faire des montées et des descentes, les trois cycles de la Terre, de l'adolescence à la période de fécondité, à la lune décroissante. Pour les païens, hein, ce fameux symbole, vous avez deux croissants de lune qui entourent une lune pleine, l'adolescence, l'arrivée de la fécondité, entre guillemets, la pleine fécondité, la reproduction, et la décroissance, l'infertilité.
on se retrouve sur à nouveau une vie cyclique en 3. Donc la vie n'est faite que de cycles journaliers, de cycles mensuels, de cycles annuels, de cycles. Et comprendre sa vie en termes de cycles est une richesse extraordinaire que je vous demanderai d'expérimenter, sur laquelle je vais vous demander de peut-être méditer sur une prochaine méditation, ces fameuses mythes, hein, ces méditations Theta, ces méditations introspectives Theta. Vous les avez toutes les semaines sur la page Facebook, parce que comprendre sa vie en termes de cycle, c'est vraiment le moment, là, à cet automne, ou de l'automne prochain, hein, mais on ne s'est même pas vu comment ça va, on ne sait pas si on en aura beaucoup d'automne prochain, mais ça c'est autre chose. Je ne vais pas faire le catastrophiste. Ce qu'on va voir aujourd'hui en rituel tout à l'heure va plus être un travail interne qu'un rituel de contact ou un rituel de nettoyage, comme on a vu sur différentes saisons, que ce soit Austral, Lunasa, Amabon, etc., etc., etc. Voilà. Donc comprendre ce moment comme une articulation extrêmement forte, je vous dis, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre midi, minuit, entre le blanc et le noir, en acceptant de perdre ce qui va être perdu pour se débarrasser du superflu et n'aller que vers l'essentiel. Alors l'essentiel écrit avec un T, et l'essentiel est écrit avec un C, ciel, donc de l'essence de l'individu. En quelque sorte, c'est le moment d'accepter de sacrifier ces vieilles branches, tout ce qui nous retient dans le passé, ou toutes les projections qu'on fait dans le futur et qui nous handicapent, pour ne garder que ce qu'il va nous servir, ce qu'on a pu faire fructifier et que l'on va continuer à faire fructifier parce que c'est vraiment le moment d'aller dans cette direction. Je vous dis, on a dépassé la moitié de l'été, hein, on est sur cet automne, et là, progressivement, symboliquement, on se défait de sa matière, de cette matière qui nous entrave, pour sortir de l'avoir et du paraître, d'accord, pour aller plutôt vers le réflexif. Non pas l'être, parce que ça, c'est avoir paraître d'un côté, réflexion de l'autre, et l'être, c'est le sommet du triangle hein, dans l'ascension. C'est la résolution de la dualité, quelque part, entre la matière, le subtil, pour aller vers l'être. Hein, voilà. Donc, se sortir de cet avoir et de ce paraître qui est caractéristique des périodes précédentes de récolte, pour aller vers des moments de transition et de préparation. Et c'est vraiment vers là que vous verrez que les méditations introspectives Theta vont aller, que le travail que vous avez à faire va aller, et profitez, pourquoi pas, de Mabon pour rentrer dedans de plein pied. Et je vous dis, le rituel qu'on va voir dans quelques minutes va aller totalement dans ce sens. Alors, je vous ai dit plein de choses là, je n'ai probablement pas suivi l'ordre de mes notes, très certainement pas, mais je pense vous avoir déjà donné l'essentiel par rapport à Mabon, qui est cette période articulatoire qui était maintenue secrète par les druides, peut-être justement parce que c'était plus une période de développement de capacités et de cycles, plus qu'une période, je dirais, de spectaculaire où on faisait des grandes fêtes. Alors bien entendu, il y avait les grandes fêtes des récoltes, oui, mais ça demeurait des fêtes sans signification magique. Et il y a d'ailleurs encore beaucoup de traditions druidiques et de traditions païennes qui ne fêtent pas ce sabbat-là. Hein, qui vont plutôt aller vers Samhain, mais qui vont sauter ce sabbat-là pour ne garder que la Saint-Jean d'été et Yule et un petit peu avant Yule, Samhain, donc Halloween. Voilà, donc solstice d'été, solstice d'hiver et entre les deux Halloween. Et justement, parce que c'est une période plus de développement, que les druides, pas les truites, elles s'en foutaient royalement, les druides gardaient secrètes. Voilà, donc je vais jeter un coup d'œil sur mes notes, voir si je vous ai tout dit. Oui, ben, oui, ça vous l'avez vu, ça vous l'avez vu.
J'ai peut-être effectivement, je vais quand même souligner ça dans mes notes, j'ai peut-être pas assez insisté sur la notion d'acceptation. Alors, Mabon est une période d'acceptation. D'acceptation qu'on perd la lumière pour aller vers dans les ténèbres, pardon, qu'on perd la lumière pour aller vers les ténèbres, qu'on perd la surface de la terre pour visiter son intérieur personnel, accepter la mort de ce qui nous aliène, la mort de ces vieilles branches, accepter la mort non pas comme une disparition, mais comme vraiment l'étape, la mort symbolique, hein, qu'on soit bien d'accord, accepter cette mort comme le dépouillement de la matière, parce que le travail, donc accepter cette mort comme le dépouillement de la matière, qui nous permet parce qu'on n'est plus matière, de passer par la porte du subtil et de faire un nouveau travail pour se transformer et reprendre la matière après. Je dis bien transformer, pas transmuter. C'est un pur changement de la forme et pas de l'intérieur. L'essence qu'on pourrait appeler âme, si on a une tendance à avoir une éducation judéo-chrétienne, mais ça peut prendre plein d'autres noms, va rester la même, mais elle va se débarrasser symboliquement de sa matière, de sa matérialité, de tout ce qui est clinquant, pour aller vers la purification et l'essentialisation. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut accepter ce passage en soi où on va vers la simplification extrême pour revenir progressivement dans la brillance. Mais la porte des dieux, la porte du subtil, ne peut pas se passer si on est entravé par sa propre matière. Donc, cette acceptation des cycles, de la brillance à la non-brillance, de la lumière à la pénombre, elle est extrêmement importante parce qu'il ne sert à rien de nier ou d'être dans le déni de ce cycle, on restera bloqué et l'évolution ne se fera pas. On ne peut pas nier en allant se dire ah je vais aller de l'autre côté de l'hémisphère et du monde de manière à être dans le soleil. Non, c'est pas ça. Ça suffit pas. C'est vraiment accepter de changer, accepter la transformation, parce que les formes que l'on a d'un maximum matière à un maximum subtil, puisqu'on oscille progressivement de l'une à l'autre, eh bien là c'est symbolique, parce qu'il ne s'agit pas de mourir physiquement, hein, mais c'est une mort symbolique dans l'introspection, l'accepter. Et je reviens là-dessus parce que très souvent, chez beaucoup de personnes, cette acceptation de ce qui est comme étant ce qui est trop souvent compris comme du défaitisme, de la soumission. Il ne s'agit pas de se soumettre et de perdre dans la médiocrité toute envie d'évoluer. Je ne dis pas d'être au top, parce que ça aussi c'est complètement subjectif. Cette course effrénée vers être le best of the best, être à l'optimum, c'est une stupidité totale, parce que le meilleur d'un tel n'est pas le meilleur d'une autre personne. Et ce travail interne, par contre, où on va s'épurer, où on va évoluer, on va travailler vers son ascension dans la verticalité et non plus dans l'oscillation entre la dualité, parce que c'est ça l'évolution. C'est arrêter d'osciller entre le noir et le blanc pour résoudre l'équation de la dualité, pour ne faire plus qu'un. Il ne s'agit pas de faire deux, mais de ne faire plus qu'un, avec un principe unique qui est la résolution de l'équation dualité, matière subtile, blanc-noir, lumière, ténèbres, midi, minuit. Hein, c'est vraiment ça. Ce n'est pas avoir une petite partie des deux. C'est pas du gris. C'est pas être gris quand on est entre le noir et le blanc. C'est résoudre cette équation dans un principe unique. Et finalement, c'est ça l'évolution de l'être. C'est ça l'évolution de l'être, passer de la matière à l'imatière et le subtil et la matière, pour aller vers un principe unique du tout. Mais bon, ça peut-être qu'on reviendra dessus, parce que je commence à m'embarquer là-dessus ce soir. À mon avis, on n'est pas sorti. Le live va durer encore plus de temps que d'habitude, même si oui, c'est possible qu'un live dure plus de temps que d'habitude. Et je vais réserver plutôt ça, je pense, ce genre de considération plutôt pour les soirées reliance, qui vont être une application directe à ça, puisque la reliance, c'est quelque part canaliser cette énergie pour effectuer son ascension, son évolution vers la résolution de sa propre dualité.
Voilà. Et donc, l'acceptation, ce n'est pas la soumission, le défaitisme à accepter ce qu'on n'est pas et se dire que jamais ça changera, mais vouloir arrêter d'osciller, je vous dis, entre blanc-noir, bonne santé, malade, nul, génial, mais être vers un principe unique dans lequel la dualité n'existe plus. C'est pour ça qu'on parle de résolution. Et la vie passera par des cycles où vous montez un petit peu en spirale, avec des spirales de plus en plus petites, comme ça, hein, qui est la représentation de ces cycles. Droite, gauche, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres. Un petit peu comme une spirale. Et cette spirale, on la retrouve dans l'arbre symbolique de Yule, dans le fameux sapin de Noël, où la guirlande symboliquement part du bas et fait une spirale qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, et qui monte vers un point unique. Ça, c'était pour la petite minute de symbolisme. Et comme c'est la fin de l'année, et donc la fin du cycle, eh bien, on arrive là. Et tout ça, on est en train de s'y préparer. On est en train de perdre ses vieilles branches et ses oripeaux pour passer par la porte du subtil et la porte des dieux. Et ça passe absolument par l'acceptation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette acceptation, on ne va pas forcément la retrouver de la manière dont on pourrait croire qu'on la retrouverait dans la symbolique des tarots propres à Mabon, justement. On va la retrouver plus finement que ça, parce que cette acceptation, je dirais, de la destruction symbolique pour la renaissance, la transformation, changement de forme, eh ben, on le trouverait dans la carte sans nom, représentée souvent par la faucheuse, qu'elle soit sur un cheval ou à pied, dite la mort. Et c'est la carte sans nom, la 13. Eh bien non, vous verrez que dans le tarot, qui va encadrer votre pratique de Mabon aussi, eh bien, ça va se montrer de manière beaucoup plus rigolote, beaucoup plus sympa et subtile. Mais on va y revenir dans une minute là-dessus. Voilà, je crois que je regarde un petit peu le timing, on est bien. Donc je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Psychologiquement, c'est vraiment une période fondamentale de nettoyage, de purification, de synthèse, de transition, de transformation. Voilà. Synthèse, nettoyage, purification, transformation. Et je vous ressouligne, transformation, ce n'est pas ce qui alchimiquement est la transmutation. La transmutation étant vraiment un changement profond. On va dire que si on change l'ADN, on transmute. Mais transformation, c'est changer la forme. Mais l'essence reste la même. C'est important de bien travailler sur ce terme. Et puisqu'on parlait des correspondances, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, on peut parler de quelles sont les correspondances à Mabon. Parce que si vous voulez faire une petite rituel, une petite divination et une petite fête pour justement Mabon, le rituel divinatoire que je vous propose va se passer sur 4 jours plus non 5 jours pardon plus un sixième. C'est un rituel très léger, très sympa, qui va se faire sur 6 jours par de petites périodes de temps, hein. C'est des petites périodes, mais vous ferez ça sur 6 jours et c'est un rituel divinatoire. Vous allez utiliser les tarots, mais on va revenir là-dessus après. Et on va voir quelles sont les correspondances, je dirais, avec Mabon. Alors d'abord, Mabon, quelles sont les couleurs de Mabon? Ben, les couleurs, elles sont très simples. C'est le brun, voilà, le brun, c'est pour ça que la veste est brune aujourd'hui. Le jaune, l'orange, le rouge et le vert. Un beau vert bien pétard. Et vous comprendrez facilement pourquoi j'ai choisi le brun pour ma veste. Voilà. Donc ce sont les couleurs de Mabon. Certains vont y rajouter l'or. Quelles sont les pierres que vous allez pouvoir utiliser sur votre autel à Mabon? Alors, en général, toutes les pierres orange brun. Par exemple, l'héliotite, pierre du soleil, qui est la pierre d'été, elle est orange trop clair. Donc, on va y trouver l'ambre, par exemple, l'ambre, le quartz fumé brun, la topaze fumée et assez étonnamment, on va y trouver une pierre dont la couleur n'est pas du tout brune, qui est l'hématite. Voilà une hématite native, par exemple. Je laisse le temps à la caméra de le mettre en place et je fais un plan sympa ou qui sera peut-être pour les previews et les micro-photos qu'on met sur le site. Voilà.
Voilà de l'hématite. C'est assez lourd d'ailleurs, hein. C'est une pierre qui est attirée par l'aimant une fois qu'elle est traitée. Ça, c'est de la native telle qu'on la trouve dans les gisements. L'hématite, vous la voyez, c'est ces espèces de perles gris argentées assez lourds, à peu près métalliques qu'on trouve en pierre. Donc l'hématite correspond aussi à Mabon, alors qu'elle n'est pas des couleurs volues. Mais toute pierre, globalement, avec une belle couleur orange-brun, globalement, peut aussi servir, même l'ambre végétal, pas l'ambre animal. Je vous rappelle la différence. L'ambre végétal, c'est des sécrétions de cachalot. Et l'ambre animal, c'est des sécrétions de cachalot et de cétacés. Et l'ambre végétal, ce sont des résines d'arbres datant du secondaire, de l'ère secondaire ou de l'ère tertiaire, qui se sont fossilisés, qui souvent emprisonnent des insectes. Voilà, ou des petites plantes, enfin, voilà. Ça, c'est l'ambre végétal. C'est celui-là qui est utilisé pour Mabon éventuellement. Alors, on a vu les pierres, on a vu les couleurs. On va voir quels sont les encens que vous pouvez utiliser à Mabon si vous voulez faire votre petit hôtel. Vous pouvez prendre du benjoin, vous pouvez prendre de la myrrhe, vous pouvez prendre de l'oliban, vous pouvez prendre du cèdre, vous pouvez prendre de la cannelle. Déjà, avec ces cinq-là, vous avez de quoi vous faire soit un petit mélange à part égale, myrrhe, oliban, benjoin, cèdre et je ne sais plus le cinquième que je vous ai dit, mais bon, ça me reviendra. Cèdre, plutôt cèdre, oliban, myrrhe, cannelle et benjoin. Voilà. Par exemple, à part égale, en termes d'encens, vous pouvez faire un petit brûlis qui peut être intéressant durant vos séances de méditation. Ça sera très apaisant et très nettoyant. N'utilisez pas les encens que vous achetez dans le commerce en bâtonnet parce que c'est extrêmement cancérigène. Les résidus des produits de la colle de ces bâtonnets sont très cancérigènes. Donc vous évitez ça. Les petits cônes à brûler, c'est pareil, vous évitez. Si vous voulez utiliser de l'encens, vous achetez de l'encens en vrac et vous faites vos petits mélanges. Voilà, c'est pas très cher, c'est 2-3 € les 50 grammes ou 2-3 € les 10 grammes. Voilà, vous n'allez pas vous en sortir pour très 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 cher. Et avec 50 grammes ou 100 grammes de 4-5 encens de base, vous allez en avoir pour 2 ans. Voilà, mais utilisez de la bonne qualité, n'utilisez pas des encens en bâtonnet ou en cône, parce que je vous dis, la colle est très très nocive. Donc on a vu les encens, on a vu les pierres, on a vu les couleurs. Quels sont les plats que vous allez manger? Mais avant de manger, on va voir plus rapidement les boissons. En boisson pour Mabon, vous avez des boissons typiques. Vous avez l'hydromel, parce que souvent d'ailleurs à Mabon, à l'automne, on fêtait les abeilles. On fêtait aussi les abeilles. Il y a tout un ensemble de rituels et de fêtes des abeilles qui suivent Mabon, symboliquement et ancestralement. Vous avez donc l'hydromel, vous avez le cidre, vous avez la bière, vous avez le jus de pomme, qu'il soit plus ou moins fermenté, et vous avez l'eau mielée avec du miel. Ben, quelque part, l'hydromel, on y est, hein. C'est du miel qui a fermenté dans l'eau. Donc, ce sont les boissons que vous utiliserez. Après, en nourriture. Alors, en nourriture, vous avez des milliers de choses. Vous avez des pommes, des noix, des noisettes, des figues, vous avez tout ce qui est féculent, pommes de terre, seigle, blé, vous avez carottes, vous avez, donc je vous ai dit pommes de terre, vous avez maïs, vous avez tous les courges et les coloquintes. Et vous favoriserez les formes rôties, les formes barbecue ou les formes gratin symboliquement. Donc, si vous voulez vous faire un trip total Mabon sur vos 5 jours plus 1, eh ben, vous faites un petit repas comme ça. À partir, le pain aussi, le pain va être le pain parce que c'est les céréales, hein. Le pain va être aussi valable à Mabon. Hein, vous avez donc tous ces châtaignes. Vous avez les châtaignes aussi, figues, comme je vous ai dit, les pommes, bien évidemment. Alors, très souvent, à l'époque, comme il y avait beaucoup plus de pommes qu'autre chose, tout le rituel de Mabon était fait avec des bougeoirs qui consistaient à être des pommes creusées sur lesquelles on mettait la bougie. Voilà, je vous déconseille de gaspiller la nourriture, mais à l'époque, ben, ils avaient trop de pommes qui allaient pourrir et donc ils utilisaient dans leur rituel les pommes pour faire des petits bonhommes qu'ils allaient brûler, des épouvantails, des croix, avec toutes les pommes qui pourriraient dans le mois et qui ne pourraient pas manger. Voilà.
Et d'ailleurs, vous aurez un rituel, je vous en parlerai très rapidement, qui utilise les pommes. À Mabon, quand on va parler de la partie rituelle, vous aurez ce rituel-là, je vous en parlerai, mais ça dure 3 minutes cette partie-là, parce que c'est un rituel rigolo à faire. Peu de gens le connaissent d'ailleurs. Ensuite, il nous reste les cartes de tarot. Alors, ça c'est très intéressant parce que les cartes de tarot que vous allez mettre sur votre autel, je vous rappelle que votre autel est tourné de manière à lorsque vous travaillez dessus, vous êtes face à l'ouest, hein, face à l'ouest qui est l'élément de l'eau. Et là, on est dans la lumière de l'eau à Mabon. Hein, vous vous rappelez de tout à l'heure, c'était le nom d'ailleurs, avant que ça s'appelle Mabon dans les années 70. Donc vous êtes face à l'ouest, vous aurez deux bougies d'ailleurs, et vous allez utiliser les cartes de tarot. Alors lesquelles, allez-vous me dire? Vous allez utiliser 3 ou 4 cartes de tarot que je vais vous montrer, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. La première sera la carte du pendu, que j'ai mis dans le bon sens. Non, là il était mal pendu, mon pendu. Voilà. Le pendu. Peut-être que si je fais ça, on pourra voir ma tête. Voilà. Le pendu. C'est le 12. Il sera suivi du 10. C'est pas le tiercé ni le loto que je vous donne, hein, qui est la roue de la fortune. Et qui sera suivi du 21, qui est le monde. Alors pourquoi c'est extrêmement intéressant? C'est extrêmement intéressant parce que, là je ne vous ai montré que 3 pour l'instant, parce que c'est les 3 plus traditionnels. C'est extrêmement intéressant parce que, qu'est-ce qu'on voit? On voit le 12, la roue, qui est le changement, et le monde. Or le monde est le 21. Et c'est pour ça qu'on dit que le pendu est celui qui voit le monde à l'envers. 12 étant l'inverse de 21. Ça fait un palindrome quelque part les deux. Donc c'est pour ça que les deux cartes qui s'opposaient, qui représentaient le mieux ces cycles, c'était bien le pendu et le monde. 12, 21, le pendu, les pieds vers le haut, et le monde, les pieds vers le bas. Le monde étant les 4 éléments que vous pouvez observer sur certaines cartes aux 4 coins. Hein, et le pendu étant lui, si je le retrouve là, je pense que ça doit être celle-là, dans le dénuement complet, puisqu'il a les pieds qui s'appuient sur le spirituel et la non-matière. Voilà. Donc, la roue représentant le cycle d'oscillation permanente entre la matière et l'immatière, le jour, la nuit, la lumière, les ténèbres. Voilà. Et comme on va vouloir montrer que c'est un principe d'évolution et que l'humain est jeune quelque part dans ses incarnations de matière, certains rajouteront la carte de l'adolescence quelque part, qui est l'impératrice, qui représente, comme je vous l'avais dit, une carte avec beaucoup de potentialité, beaucoup de vivacité, beaucoup de fertilité, mais la non-expérience. L'impératrice est celle qui veut tout faire dans ce cadre-là, mais qui n'a pas l'expérience. On est typiquement dans l'adolescence, où on veut refaire le monde, mais où on n'a pas l'expérience pour. Donc là, je vous ai montré des cartes, des tarots, qui sont ceux, parce que souvent on me demande, ah, c'est quoi ces tarots? Ceux-là, c'est les tarots de la Golden Dawn, hein, qui était un groupement ésotérique qui a donné après, qui a servi de racine à la Wicca, etc. Voilà un autre tarot où on voit différemment, mais on reprend les mêmes symboliques. Vous avez ce pendu, et je vous montre celui-là aussi, parce qu'il est très sympathique, et il est très mabon, celui-là. J'ai trouvé très automnal avec ses couleurs. Il pète moins à la caméra, mais là on a le pendu, on voit bien qu'il est dans la nature, on voit bien qu'il est dépouillé ce pendu. Il a les pieds qui s'appuient sur l'immatière, il n'a plus de matière, qui est suivi par la roue de l'évolution, la roue de la fortune, O Fortuna, roue de la fortune, vous connaissez tous le O Fortuna qui est une espèce de cœur créé par Karl Hoff, qu'on avait vu dans la musique d'Excalibur. Je suis sûr que si vous tapez O Fortuna ou Carmina Burana, le premier mouvement sur YouTube, vous reconnaîtrez tous la musique vocale, avec beaucoup d'ampleur, très cinématique, vous voyez, beaucoup de très pompeuse, mais c'est toujours utilisé partout.
hein. Donc cette roue de la fortune, c'est pas la fortune avec de la thune accaparée par les vautours et les rapaces que sont les banquiers et l'État. C'est la fortuna, c'est-à-dire la chance, la roue de la chance, et pas la roue des pépettes, pas les roues de la thune, la roue de la fortune, la roue de la chance, fortuna. Donc la roue de la vie, la chance, la malchance. Et ensuite, nous voilà donc avec ah ben c'est à nouveau le pendu qui est revenu. Nous voilà donc avec le monde. Et là, quelque part, on a enlevé les quatre éléments dans ce tarot-là, hein. Ils ont été enlevés, mais ils ont été remplacés par des symboles sur le personnage lui-même, elle-même, sur le personnage elle-même. Et c'est entre les deux d'ailleurs, hein, oui, c'est plutôt une femme, là. Oui, c'est normalement une femme dans le monde, hein, normalement, ça doit être une femme. Et là, on retrouverait les personnages, on retrouve avec la baguette à la main. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et on montre bien que le monde, c'est la complétude. Donc le pendu, quelque part, il est dénué. Et la complétude de la femme. On aurait pu mettre aussi le mat, le fou. Mais le fou est à la fois le début et la fin du cycle. Mais il n'est qu'un. Et ça ne montre pas l'évolution. Voilà pourquoi ce sont ces trois cartes. Alors, là, j'en profite pour vous expliquer aussi un point important parce qu'on m'a posé des questions par rapport aux autres rituels. Oui, effectivement, vous devez travailler, si vous voulez faire des divinations, avec au moins deux tarots. Vous avez un tarot représentatif et un tarot de travail. Je m'explique. Lorsque vous travaillez sur votre autel à différentes périodes, hein, festives, sabbat, vous avez souvent des cartes que je vous cite. Ces cartes, vous les laissez en exposition. Ça va être votre tarot représentatif. Et lorsque vous faites votre tirage de tarot, à la fin de votre séance, oui, vous utilisez un autre tarot. Vous n'enlevez pas les cartes de l'autel pour compléter, parce que lorsque vous avez trois ou quatre cartes sur l'autel, de représentation symbolique pour la période, comme là effectivement pendu, roue, monde et impératrice, eh bien si vous faisiez un tirage de tarot, il serait déséquilibré parce qu'il manquerait ces cartes. Donc vous avez un deuxième tarot, un tarot de travail, divinatif, on dira, vous pouvez en avoir plusieurs si vous voulez, hein. Et à vous de choisir votre tarot représentatif, mais vous pouvez utiliser le tarot numéro 1 en représentatif pendant l'automne et en votre tarot numéro 2 en divinatif pour le rituel, mais la fois d'après, vous pouvez inverser, celui qui était divinatif peut être représentatif si vous le préférez, et celui qui était représentatif peut être divinatif. Il n'y a pas de... C'est pas gravé dans le marbre, je dirais. Il n'y a pas un seul tarot qui fait que ça, et un seul tarot divinatif. C'est comme vous le sentez. Mais voilà, ça vous donne une explication que je n'avais pas donnée jusqu'à présent. Et c'est important d'avoir donc deux tarots. Mais de toute façon, vous verrez que si vous aimez les tarots, vous en aurez bien plus que deux. Voilà. Donc on a tout vu, on a vu les pierres, les encens, la nourriture, les tarots. Il ne nous reste plus qu'à revenir rapidement sur les rituels, parce que vous allez voir, le rituel est extrêmement simple. Et avec un peu de chance, je ne sais pas si je rêve, mais je vais peut-être faire un live plus court que d'habitude. Ah, oh, pas loin, peut-être. On verra. Premier rituel divinatoire, c'est un très ancien rituel, c'est le rituel de la pomme. Alors, le rituel de la pomme, il est extrêmement simple. C'est un panier de pommes. Vous pensez à une question, pendant que quelqu'un derrière vous. Alors souvent, ça se faisait entre l'époux et l'épouse pour savoir si le mariage serait heureux. C'est traditionnellement ça. Elle remue les pommes. À un moment, vous dites stop. Et là, vous avez le devin, le mage, le chaman, le chef du village qui va couper la pomme dans le sens horizontal. Donc vous avez la pomme ici avec comme la petite queue en haut et puis je ne sais plus comment ça s'appelle en bas, le pédoncule je pense. Non, c'est même pas un pédoncule ça. On s'en fout. Et hop, vous coupez ça en deux et vous allez avoir au milieu les pépins et tout ça. Eh bien, le chaman regardait les deux et en fonction des positions, il s'en servait un petit peu comme une boule de cristal. Il défocalisait sa vision, c'est ce que vous pouvez faire, et il laissait un petit peu comme dans un nuage des formes se faire à partir de ces espèces de deux morceaux de pommes, ouverture face vers vous, en se concentrant sur le centre. Et en fonction de la forme que prenait le centre et de la manière dont ça évoluait, ça donnait un auspice positif ou négatif. Vous pouvez vous amuser à faire ça et voir les formes que vous voyez dedans. Ça, c'est vraiment à titre ludique. C'est si vous n'avez que ça à faire. C'est pas le rituel qu'on va voir. Voilà. C'est un petit truc que je vous donnais en passant. Parce que c'est un rituel marrant qui s'appelait la divination par la pomme.
On pourrait appeler ça la pomomancie. Hein, voilà, l'appelmancie, la pomomancie. Voilà. Maintenant, on en arrive au rituel divinatoire de Mabon, au roulement de tambour. C'est parti. Ce rituel va être très simple et il va se passer, contrairement au rituel habituel où il y a toute une mise en place, etc., il va se passer sur 5 soirs plus un. Alors, prenons des dates. L'équinoxe d'automne, d'ailleurs, entre parenthèses, équinoxe. Équinoxe. Ça veut dire quoi? Équi de équité, de égal, et nuit égale au jour. Équinoxe. C'est pour ça que toutes les équinoxes sont le moment où nuit et jour sont égales. C'est de là que ça vient. Donc, pour ce rituel d'équinoxe, vous allez travailler de la manière suivante. L'équinoxe va se passer le 22 dans l'après-midi, vers 13 heures, je crois, de tête. 13 heures et quelques. Donc, du coup, vous ferez votre rituel le soir du 22 au 23, le premier. Ensuite, vous en avez un pour le 23 au 24, 24 au 25, 25 au 26, 26 au 27, 27 au 28. Vous devez vous trouver 5 jours où vous allez avoir peu de temps. Ça sera un rituel qu'on fait à 23 heures. Et vous allez voir pourquoi on le fait tous les jours. Après, vous ferez à la pleine lune, qui est le 1er octobre, je crois, la nuit du 1er octobre au 2, vous ferez la conclusion. Alors, c'est quoi le rituel? Le rituel, il est extrêmement simple. Vous prenez 2 bougies, une noire, une blanche. La blanche est à gauche, la noire est à droite. Oui, c'est inversé par rapport à l'habitude, parce qu'on passe de la lumière aux ténèbres. Donc, blanche, noire. Alors, si vous n'avez pas de bougie noire, c'est pas difficile, vous la peignez avec un marqueur sans odeur. Hein, de manière à ce ou on peut l'entourer avec du papier crépon, mais ça crame. Donc vous la peignez avec une petite peinture sans couleur ou un gros marqueur avec de l'encre à l'eau ou des peintures à l'eau. Elles ne laissent pas d'odeur, comme ça, il n'y a pas de solvant dedans et vous n'en prenez pas plein les narines et les poumons quand ça brûle. Voilà. Donc vous faites une bougie noire, une bougie blanche. Hein. Donc en gros, vous conseillez deux blanches et une que vous noircissez. La blanche est à gauche, la noire est à droite. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'un verre transparent, genre comme un calice, un verre à pied dans lequel vous mettrez de l'hydromel, pas facile à trouver ça, du cidre, du jus de pomme pressé, frais, hein, ne prenez pas le jus de pomme en brique merdique d'une grande surface. Hein. Achetez du bon jus de pomme au marché, fait par un presseur de jus de pomme. Vous pouvez même presser le vôtre, mais il oxyde un peu vite. Pour pas qu'il oxyde, une petite goutte de jus de citron. Pressez votre jus de pomme, c'est parfait pour le soir. Ou alors même de l'eau avec du miel. Vous pouvez mettre du miel dans votre jus de pomme si vous voulez aussi. Voilà, vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de votre tarot représentatif, donc les 3 cartes qu'on a vues, et vous aurez besoin d'un jeu de tarot. On va commencer pour le premier soir, parce que ce sera pareil pour les soirs d'après. Alors, le soir numéro 1, vous allez faire les choses dans l'ordre suivant. Petit repas traditionnel symbolique. C'est plus sympa. À 23 heures, vous vous isolez. Vous préparez votre hôtel, bougie noire, bougie blanche. Au fond, vous mettez votre lame de tarot, vous mettez votre jeu de tarot et votre verre devant vous. Voilà. Jusque-là, c'est très simple. Vous devez décider, puisque c'est un rituel divinatoire, si vous voulez que votre divination couvre un domaine particulier ou si c'est général. Je vous conseille le général. Mais s'il y a vraiment un domaine qui vous travaille, vous êtes dans le domaine particulier. On est dans le soir numéro 1. Petite méditation de 10 minutes où vous videz votre esprit, etc., 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 etc. Voilà. Oui, je vous dis, c'est rapide. Et là, vous focalisez, vous savez, comme quand vous faites zazen, hein, c'est-à-dire vous êtes tout droit, la tête un petit peu inclinée, non, pardon, la tête droite et le regard un peu incliné vers le vert, et vous envoyez tout votre regard dans le vert pour vous charger des énergies d'automne. Voilà. Vous faites ça 10 minutes, le temps de faire le vide. Vous gardez en tête de savoir si vous voulez que votre question traite d'un domaine particulier ou de tous les domaines. Rappelez-vous, c'est du divinatoire. Une fois que vous sentez que vous avez fait votre petite méditation de 7-10 minutes, que vous êtes bien, que vous êtes dans le vide, hein, vous allez prendre vos lames de tarot, vous allez les mélanger. Puis vous posez le jeu de tarot, vous buvez 4 petites gorgées.
Alors, des petites, hein, si c'est du surtout si c'est de l'hydromel. 4 petites gorgées, une pour chaque élément. On se fiche de l'ordre. Normalement, l'ordre réel, ça serait une gorgée pour l'eau, une gorgée pour la terre, une gorgée pour l'air, une gorgée pour le feu, dans ce cas-là. Mais bon, ne vous embêtez pas pour ça, c'est pas très grave. Si vous mettez les 4 éléments dans l'ordre où vous voulez. Une petite gorgée pour la terre, une petite gorgée pour l'eau, une petite gorgée, voilà. Vous posez votre verre, vous étalez vos lames de tarot, elles sont étalées, vous en choisissez deux que vous placez côte à côte devant vous, et vous en rechoisissez deux que vous placez en face, mais plus en bas. Donc vous en avez deux là et deux là. On a utilisé, dans ce cas-là, uniquement les lames majeures, donc les 22 arcanes majeures. Vous pouvez le faire avec tout le jeu de tarot, mais ça va vous compliquer la vie, hein, sacrément. Donc, vous venez d'étaler vos lames, vous avez bu vos 4 petites gorgées, et vous avez 4. Vous avez étalé au départ votre ruban, vous avez choisi 4 lames, les 2 premières, puis les 2 secondes, qui sont juste en face, hein, devant vous. Les plus loin étant les premières tirées. Vous êtes face à 4 lames. Que vont représenter ces 4 lames? Les 2 premières tirées représentent ce que vous avez semé. Les 2 dernières tirées représentent les fruits que vous en avez obtenus. Voilà. Vous vous rappelez de ça. Les 2 premières se représentent ce que vous avez semé. Et les 2 dessous, juste en face, les fruits obtenus. En gros, là, vous avez vos deux, là et là. Ces deux-là, ça va être les fruits que vous avez semés, les graines que vous avez semées. Et celle qui est en dessous correspond au résultat que vous avez obtenu par rapport à celle d'au-dessus. Donc, avec des lames majeures, ça sera plus simple, largement, d'interpréter. À partir de là, vous allez garder ce tirage en tête, un peu l'interpréter, et vous allez prendre une petite quinzaine de minutes pour faire une espèce de petite méditation où vous n'êtes pas en pure méditation de travail de l'instant présent, mais plutôt une méditation sûre. C'est-à-dire vous faites tourner le sens des tarots dans votre tête et vous laissez se poser le message qui vient de vous être donné. Alors, le premier soir, vous allez travailler sur ce que vous avez semé et ce que vous avez récolté par rapport au passé lointain. Vous commencez à comprendre pourquoi il y a 5 soirs. Donc ça portera sur le passé lointain. Le passé lointain, le premier soir. Donc vous faites votre petite méditation ensuite, vous laissez tourner ça, vous méditez sur ces phrases, sur le sens. N'hésitez pas, si vous avez besoin de consulter un petit livre à côté, vous pouvez être éclairé par les lumières des bougies. J'ai oublié de vous dire que vous les allumiez, mais ça a coulé de source. Vous les allumez bien avant de commencer votre rituel. Voilà. Je vous dis là, on est vraiment dans du divinatoire, donc il n'y a pas un ordre, il n'y a pas une manière, un protocole précis. C'est assez simple d'allumer les bougies, de placer votre verre. Voilà, vous embêtez pas avec ça, vous êtes dans le divinatoire. Et une fois que vous avez fait votre petite méditation sur ce qui vous avait été dit, vous rebuvez 4 petites gorgées, vous repliez vos tarots, vous les laissez sur l'autel, et vous pouvez laisser les bougies brûler si vous êtes dans un environnement qui le permet. S'il n'y a pas de danger à laisser brûler les bougies, c'est presque l'idéal quelque part, si vous avez des bougies qui durent 24 ou 30 heures, de les laisser brûler jusqu'au lendemain. Voilà, et vous avez toute la journée pour réfléchir à ce qui vous a été donné comme message. Vous le laissez tourner dans votre tête. Le lendemain, ou alors un jour après ou 2 jours après, l'important c'est juste de faire les 5 divinations avant le 1er octobre. Hein. Le lendemain ou 2 jours après, eh bien, vous allez refaire la même chose. Alors si les bougies brûlent encore, c'est parfait. Vous allumez une nouvelle bougie avec la noire allume la noire, la blanche allume la blanche, et vous les remplacez. Voilà. Sinon, vous les allumez au briquet si elles se sont éteintes entre-temps. La deuxième soirée, qui je vous dis n'est pas forcément le lendemain, hein, ça peut être juste un peu 1 ou 2 jours après, vous allez faire exactement la même chose, même durée, ça prend à peu près une petite demi-heure maximum. Et là, le résultat des cartes sera sur le passé proche. Toujours pareil, 4 cartes, ce que j'ai semé, ce que j'ai récolté.
Vous commencez à comprendre pourquoi 5. Quelques jours après, même rituel, et vous allez travailler sur le présent. Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous récoltez? Le 4e jour, vous serez pareil, même rituel, sur le futur proche. Et le 5e, vous serez sur le futur lointain. Tout simplement. Là, vous avez fait vos 5 méditations. Vous avez fait vos 5 petites divinations du soir. Le soir du 1er au 2. Je crois que c'est du 1er octobre au 2 octobre. Vous vérifierez, mais de tête, c'est ça. Ça sera la pleine lune. Vous refaites exactement le même rituel et vous allez avoir déjà travaillé mentalement pendant 6 jours tout ça et vous allez tirer ce coup-ci uniquement 3 cartes. 1, 2, 3. Elles représenteront ce que vous étiez, ce que vous êtes profondément et ce que vous allez devenir. Les plus précis d'entre vous peuvent recouvrir. Alors qu'est-ce qu'on appelle recouvrir? C'est que vous mettez une deuxième carte sur celle qui est tirée. C'est-à-dire vous en tirez 3, puis après vous recouvrez la première d'une 4e, la deuxième carte d'une 5e et la troisième carte d'une 6e. On appelle ça recouvrir. Et vous avez, je dirais, une lame qui vient complémenter la première tirée. Et après vous repliez votre tarot, vous le rangez, vous éteignez les bougies à la fin de ce rituel, vous ne les laissez pas brûler. Et vous avez toute l'année et tout l'hiver jusqu'à Ostara, au printemps, pour réfléchir à votre propre transformation. Et je trouvais très intéressant, très important et très parlant et très signifiant de vous donner un véritable rituel de transformation, un rituel d'introspection plutôt qu'un rituel de contact avec d'autres plans, des choses comme ça. Parce que rappelez-vous que la plupart des réponses, vous les avez en vous. Et c'est ce que vous allez aller chercher. Et pour aller bien les chercher, il faut aller à l'intérieur de soi-même. Et pour aller à l'intérieur de soi-même, il faut s'y préparer. La descente n'est pas une chute libre, elle est progressive. À partir de ce rituel de Mabon, c'est là où vous commencez à quitter la surface de la Terre pour lentement aller dans son intérieur, au plus profond de vous, pour aller chercher la pierre, chercher l'œuvre, chercher l'aboutissement, le grand œuvre, ce qui a transformé le plomb en or, ce qui a fait du vulgaire au royal quelque part. Mais il faut se rappeler que le plomb qui se transforme en or, à la base, c'est pas un plomb n'importe lequel, c'est ce qu'on appelle le plomb aurifère, c'est-à-dire qu'il a l'or à l'intérieur de lui, mais cet or ne s'est pas exprimé. Et ça montre que toutes vos qualités, vos capacités, votre évolution, votre ascension, et c'est quelque chose que vous avez en vous, mais qui n'est pas ouvert et qui n'est pas révélé. Finalement, évoluer, ce n'est faire que révéler sa propre divinité, quelque part. C'est ça, symboliquement. Et bien cette descente, c'est ça un petit peu aussi. Vous allez descendre à l'intérieur pour chercher ce grand œuvre, mais ça sera toujours vous, parce que quelque part, vous avez ça en vous, dans votre forme la plus native, et vous allez le raffiner progressivement. Vous allez, c'est ça, le raffiner, le polir, pour que du vulgaire naisse, apparaisse le royal. Et rappelez-vous que l'idée, c'est pas ce que vous ajoutez à vous-même, mais ce que vous arrivez à en retirer. Tous ces oripeaux et ces peaux en trop que vous avez dans vos comportements, dans votre volonté du paraître, dans votre volonté de matière, c'est éplucher progressivement votre vous-même au cours de chaque cycle. Vous enlevez une peau et vous mourrez, vous mourrez symboliquement d'un état pour renaître dans un état plus évolué vers une ascension progressive et verticale. Voilà, c'est un peu ça la symbolique de Mabon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté, que ça va vous apporter plein d'informations. Alors, pour rappel, bien évidemment, comme d'habitude,
Je vous rappelle que les animaux en ce moment commencent à faire leurs réserves pour l'hiver. Continuez à leur laisser de l'eau, continuez à leur laisser de la nourriture dehors parce qu'ils en ont besoin pour un hiver qui est complètement détraqué, parce que l'été est détraqué, l'automne est détraqué. Il n'y a plus de saison. Et comme disait Pierre Dac, c'est probablement la faute des marchands des 4 saisons qui en ont trop vendu. Bon, ça c'était du Pierre Dac. Donc pensez aux animaux. Et puisqu'on parle des animaux, s'il vous plaît, allez voir ce référendum d'initiative participative. C'est pas initiative populaire, c'est RIP, ça veut dire Rest in Peace, repose en paix quelque part aussi. Référendum d'initiative participative, je crois que ça je vais y arriver, qui est pour les animaux et pour la condition animale. Il se recueille des milliers et des milliers de signatures pour que les animaux puissent être vus légalement, avoir des droits, la création d'un ministère de protection de l'animal et de l'environnement, que les lobbies arrêtent de massacrer tout parce qu'il n'y a pas de loi pour ça et qu'ils peuvent faire approximativement ce qu'ils veulent sur des tests sur les animaux parce que ces animaux-là sont considérés comme des biens matériels et pas comme des personne morale. On ne veut pas dire que l'animal doit avoir le même statut que l'humain en termes légaux et personne morale. Ça se discute selon qu'on est spéciste ou antispéciste, mais qu'au moins que l'animal ne soit pas considéré comme simplement une lampe de chevet ou une multiprise. Et c'est ce que légalement, à part quelques animaux de compagnie, l'animal est. Et ça, c'est pas normal. Ça permet les abus les plus horribles, ça permet les exactions les plus horribles des tests dans les laboratoires où on massacre des pauvres bêtes, au massacre sous des raisons de religion totalement arriérées qui amènent à un abattage rituel ou des saletés comme ça, qui sont des horreurs absolues. Donc il y a un référendum pour ça, et s'il vous plaît, allez le voir. Alors vous signez ou pas, moi je l'ai signé, et je le soutiens à fond, à 150%, pour ne pas dire 200%. Je ne dis pas soutenez-le, je vous dis simplement allez voir, et si ça vous touche, et si vous prenez conscience de cette importance, parce qu'ils font partie de nous, eh bien, signez et diffusez-le. Diffusez-le. Bien entendu, vous faites vos bulles parce que c'est une période de protection, une technique de protection, mais sachez que si vous voulez des contacts, eh bien, il faut que vos bulles soient un petit peu différentes et qu'elles laissent la possibilité d'entrer au contact, mais ça sera surtout pendant sa wane. Abonnez-vous. Oui, d'abord abonnez-vous et dites j'aime. Oui, pourquoi? Ben, parce que j'ai trouvé de manière très étonnante que j'ai sur la page de formation plus de 3000 et quelques abonnés, des vrais, hein, il n'y en a aucun qui n'a été acheté, mais j'ai pas autant de j'aime. Il m'en manque quelques-uns pour aller à 3000. Alors s'il vous plaît, ceux qui sont abonnés mais qui n'ont pas encore marqué j'aime, j'adore, eh bien faites-le que je dépasse mes 3000 j'aime. J'ai bien plus de 3000 abonnés, mais j'ai pas encore 3000 j'aime. Voilà, j'aimerais ça quand même pour mon mabon. Quand même, il faudrait que je fasse ça. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, posez-moi des questions, mettez des commentaires, c'est très important. Je vous souhaite un excellent mabon et on se retrouve dimanche pour ceux qui veulent participer à la reliance ou pour en apprendre plus sur la reliance. Et on verra ensuite le sujet du prochain live en dehors de la reliance. Merci, à bientôt, bye bye. Portez-vous bien parce que ce ne sont pas les autres qui vont vous porter. Et pensez aussi que Mabon est une période de partage, une période où on prépare ses provisions, mais on partage aussi avec ceux qui n'ont pas. C'est aussi très symbolique de Mabon, d'aider ceux qui peut-être plus tard vont nous aider. On ne sait jamais de quoi on va avoir besoin. Et je crois que j'ai réussi à faire un live plus court que d'habitude. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai réussi. À très bientôt, bon rituel et n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous me faites un petit commentaire et je vous dis tout ce que je ne vous ai pas dit assez clairement aujourd'hui. À bientôt.